Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez envie de me suivre, vous pouvez aller sur Instagram sur Madame Rêve Encore. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Aujourd'hui, je suis sûre qu'on va avoir plein de choses à se dire. Je vais vous parler des livres de la rentrée littéraire et j'en ai lu 8. Alors, il n'y a pas de classement, je vais vous les présenter dans l'ordre où je les ai lus. Je vais vous parler d'abord du premier roman que j'ai lu sur cette rentrée littéraire. Il s'agit d'Une rose seule de Muriel Barbery. Alors, Muriel Barbery, tout le monde la connaît puisqu'elle a écrit L'élégance du hérisson. À l'époque, ce livre a fait un carton. Il y a eu un film de fées avec Josiane Balasco dans le rôle principal. C'est vraiment un livre qui a extrêmement bien fonctionné. Je pense que tout le monde l'a lu. Derrière, pour Muriel Barbery, sans rien savoir de sa vie, je subodore que ça a dû être un petit peu dur parce que ce succès, cet engouement, et derrière, il doit y avoir une grosse pression et on a moins entendu parler d'elle. Et elle est partie vivre au Japon pendant quelques années. Et je pense que le roman qui est écrit, qu'elle a sorti sous cette rentrée littéraire et que je vais vous présenter, est directement issu de sa vie là-bas, de ce qui a pu fleurir dans son esprit lorsqu'elle était au Japon. Alors, ce livre nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui n'a jamais connu son père. Sa mère était française, son père était japonais. Elle n'a jamais connu son père. Il est parti quand soit la mère était enceinte, soit elle était jeune bébé, je ne me rappelle plus. Toujours est-il qu'elle ne le connaît pas. Et on vient de lui annoncer que son père est mort et qu'elle est convoquée au Japon pour l'ouverture du testament. Donc on retrouve ce personnage qui est assez mélancolique, qui est assez dépressif, assez en colère aussi de ne pas avoir connu ce père et de le rencontrer, j'ai envie de dire, à travers une lettre, de le rencontrer après sa mort. Et elle arrive là au Japon avec toute cette haine, elle rencontre l'exécuteur testamentaire et à partir de là, il y a toute une aventure qui se crée. Mais l'aventure, elle se crée surtout entre cette femme et le Japon. Et les yeux qu'elle pose sur le Japon, c'est très très beau. Elle regarde le Japon, leurs coutumes, leurs décors, leurs paysages, avec beaucoup de beauté. Les descriptions de Muriel Barbery sont magnifiques, c'est très poétique, la langue est très fine, très douce. On a l'impression d'être au Japon. Moi, c'est un pays que je ne connais pas du tout. Ça m'a donné envie d'y aller. C'est vraiment quelque chose qui vous invite à une espèce de relaxation, de détente. Si je devais trouver une faiblesse à ce roman, ce serait sans doute l'histoire avec l'exécuteur testamentaire que j'ai trouvé un peu plus facile. Mais pour tout le reste, la réappropriation du père, la découverte des personnages, des Japonais qui ont croisé la vie de son père, j'ai trouvé ça très touchant. Et c'est un roman que je conseille. Il est court, donc assez vite lu. C'est vraiment une jolie tranche de vie, une jolie petite bulle japonaise qu'on peut facilement partager. En plus, vous verrez, la couve est magnifique. Je trouve qu'il y a eu un travail sur cette couverture qui est assez magique et je l'aime beaucoup. J'ai ensuite pris le temps de lire un livre de Claudine Desmarteau. Claudine Desmarteau, c'est une auteure jeunesse. Moi, je l'avais lu plusieurs fois dans des romans jeunesse. Je trouve que c'est une auteure qui a beaucoup de talent. Elle écrit très bien. Elle a une langue très rapide, très vive, très incisive, qui fonctionne bien sur des romans jeunesse, et notamment jeunes adultes. Je pense qu'aujourd'hui, on a une génération qui n'a plus l'habitude de lire les romans classiques avec des longs exposés en préambule. Ils ont envie d'être tout de suite dans le sujet. Et c'est vrai que Claudine Desmarteau a cette faculté de rendre ses textes très rapides et très accessibles au plus grand nombre et aux plus jeunes. Et là, avec Comme des frères, elle nous propose son premier roman estampillé adulte. Alors moi, je trouve que c'est toujours très compliqué de faire la distinction, surtout quand on écrit pour les 15-25 ans. À quel moment est-ce qu'on fait un roman jeunesse? À quel moment est-ce qu'on fait un roman adulte? Après, je pense que c'est vraiment un choix de maison d'édition. Celui-ci est estampillé adulte. À savoir quand même qu'on reste dans l'univers des ados. Ça se passe dans un collège et c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui sont comme des frères et qui voient arriver dans leur classe un autre garçon qui va devenir leur souffre-douleur. Donc c'est une histoire assez classique en préambule de harcèlement et petit à petit, vous allez voir que l'histoire s'inverse et que parfois le harcelé peut devenir harceleur et il y a tout un jeu de construction. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'histoire est vue à travers un des personnages, du clan de base comme des frères. Et c'est assez joli de voir qu'il regarde à la fois se harceler, qu'il voit ses copains, qu'il juge, qu'il se dit que lui ne voudrait pas faire ça, mais en même temps qu'il est embarqué là-dedans. Donc il y a toute ce discours intérieur qui est très joli à suivre. En plus, il est amoureux de la sœur du harcelé.
donc ça finit de mettre beaucoup de doutes dans sa tête. Et vraiment, c'est très chouette de suivre les aventures de ce jeune garçon qui a 14 ans et qui est encore un bébé parfois dans sa tête. C'est très joli. Je peux pas dire si celui-ci, roman, est plus estampillé adulte que par rapport à d'autres qu'elle avait écrits que j'avais trouvé magiques et qui pouvaient être tout à fait lus par des adultes. Mais en tout cas, j'avais envie de vous partager cette rencontre, ce très joli roman. Et quoi qu'il arrive, lisez Claudine Desmarteau, elle le mérite. Le roman suivant est un roman très attendu pour moi, parce que c'était le nouveau roman de Héloïse Gued-Bélizen. Alors, j'ai déjà lu d'autres romans de cette autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la trouve originale, je trouve qu'elle a une écriture vraiment différente de ce qu'on peut lire d'habitude, et celui-ci, je l'attendais particulièrement. Ce roman, c'est Le Dernier Inventeur, et pourquoi je l'attendais particulièrement? Parce qu'il parle de l'inventeur de la grotte de Lascaux. En fait, l'un des enfants qui a découvert la grotte de Lascaux, Simon. Et moi, ça m'a touchée d'abord parce que je suis à moitié originaire de la Dordogne, mon père est de là-bas, j'ai passé toutes mes vacances d'été en Dordogne, donc ce décor-là et la grotte de Lascaux, bah, c'est toute mon enfance, même si, quand je suis née, la grotte de Lascaux était déjà fermée, hein. Elle a été fermée assez rapidement parce qu'elle se dégradait, donc je n'ai jamais vu la vraie grotte, mais j'ai eu la chance de voir Lascaux 2, et puis j'ai eu la chance de voir récemment avec mes enfants Lascaux 4. Lascaux 3, c'est une expo itinérante que je n'ai jamais vue, mais qui n'est pas forcément très intéressante. Moi, j'adore l'histoire, j'adore l'aventure de la découverte de cette grotte, et j'ai trouvé hyper touchant qu'Héloïse Gued-Bélizen aille à la rencontre de Simon, à la rencontre de cette vie, et qu'elle ait l'intelligence de mettre en adéquation deux choses extraordinaires, une magnifique, une affreuse. D'un côté, le bonheur d'un enfant de 13 ans avec ses copains qui découvre une merveille préhistorique. Et 2 ans plus tard, qui se retrouve déporté pendant la Seconde Guerre. Toute la beauté et toute l'horreur en l'espace de 2 ans sur une seule et même personne. Le roman va être construit sur plusieurs niveaux. Il y a d'abord les rencontres entre Héloïse et Simon, leurs dialogues, leurs échanges. Là, on a un style plutôt journalistique. On a un retour dans le passé lorsqu'elle explique la découverte de la grotte. On a aussi le retour dans le passé à l'époque des camps. Et puis enfin, il y a cette petite pointe de magie qu'elle ajoute à son roman en donnant vie à la grotte et en la faisant parler. Donc vous avez une alternance de langues. Vous avez parfois une langue très poétique, parfois une langue assez journalistique. Pour en avoir discuté avec d'autres lecteurs, il y en a que ça a beaucoup perturbé, qui trouvaient que ça manquait de cohérence, qui n'ont pas du tout aimé. Moi, j'ai été séduite. Alors oui, c'est vrai que j'étais convaincue à la base par la thématique, mais quand même, j'ai trouvé que le travail d'Héloïse Gued-Bélizen sur ce roman méritait d'être salué. Et vraiment, j'avais envie de le partager avec vous parce que ça reste, à mon sens, un très beau roman. Juste après, j'ai enchaîné sur un roman dont on a beaucoup parlé. C'est un premier roman. Il s'agit de Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Alors, c'est un premier roman. Les premiers romans, c'est un peu la surprise. Il y en a plein qui passent inaperçus. Puis de temps en temps, hop, il y en a un qui fleurit, dont tout le monde parle. Celui-ci en fait partie. Ça a été vraiment le roman dont on a parlé à la rentrée littéraire, le premier roman qu'il fallait lire, et je crois que c'était vraiment mérité. Dans ce roman, l'auteur nous narre les aventures d'un père et de ses 2 fils. C'est très beau, c'est très touchant parce qu'on a à la fois la relation de père à fils, aussi la relation fraternelle entre les 2 garçons, et puis vous avez toute cette société autour, cette société qui nous construit. Vous avez les idées du père, qui est syndicaliste, qui est cheminot, qui est militant, et puis vous avez ce fils aîné qui dérive, et qui va se retrouver, pour des raisons X ou Y que je vous laisse découvrir, à fréquenter des groupes très extrémistes d'extrême droite. Et vous avez l'opposition entre le père et le fils, avec toujours cette volonté de garder le respect des idées de chacun, alors que chacun des deux a envie de se construire ou a envie de partager ses idées et ses convictions. Au milieu de tout ça, il y a le petit frère, très intelligent, très intellectuel, qui lui a juste envie de faire des études et ne sait plus se positionner. C'est magnifique. L'absence de la mère est très très bien décrite et très bien ressentie. C'est beau, c'est simple, c'est très court. Moi, ce que j'ai admiré, c'est la capacité de l'auteur en quelques pages de nous faire défiler une époque, une société, des idées, des personnages. Tout fonctionne, l'amalgame prend et c'est vraiment un très joli roman qu'il faut à tout prix lire.
Alors, le roman que j'ai lu juste après n'est pas du tout un roman sorti à la rentrée littéraire, mais je voulais vous en parler parce que je l'ai trouvé tellement original et tellement beau que je voulais vraiment partager avec vous. Alors, c'est un roman dont on a un petit peu parlé du fait de son originalité. Il s'agit de À la ligne de Joseph Pontus. Alors, À la ligne, pourquoi À la ligne? C'est très fin, je trouvais que c'était très joli ce titre, À la ligne, d'abord parce que lorsque vous ouvrez le roman, vous voyez des retours à la ligne intempestifs. L'auteur a choisi d'écrire son roman avec une allure très poétique et vous avez cette espèce de dégradé propre à la poésie, vous avez des retours à la ligne tout le temps, pas forcément en cohésion avec des paragraphes ou des points, pas du tout. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Et puis pourquoi à la ligne? Parce que l'auteur nous raconte ses aventures lorsqu'il a dû suivre sa femme, quitter Paris, sa femme avait trouvé un poste en Bretagne, il n'avait plus de travail et il s'est mis à travailler à la chaîne, à la ligne. Et il a vidé du poisson, il a ramassé des coquillages, le tout à la chaîne. Travail de nuit, les difficultés avec les supérieurs, les difficultés avec les collègues, ce travail ingrat, fatigant, dans le froid, à brasser des matériaux vivants. Il nous raconte tout jusqu'à les champignons qu'il a dans ses bottes à force d'avoir froid aux pieds. C'est incroyable d'avoir réussi à mélanger le plus beau dans la structure poétique de son écrit au plus difficile de sa vie professionnelle. C'est magique. Je trouve que Joseph Pontus a touché quelque chose de très fin qui n'avait pas été encore fait. Et vraiment, je vous invite à le lire. Peut-être que ça va vous déconcerter quand vous allez le lire, mais laissez-vous porter par la langue, laissez-lui une chance, c'est un roman qui mérite d'être découvert. Le roman suivant, regardez cette couve, et quand même, hein, quand j'ai vu cette couve, je me suis dit, il faut absolument que je lise le livre. Victor Pouchet, autoportrait en chevreuil. Non mais la couve tapisserie, j'ai cru que j'allais pas m'en remettre. J'hésite entre c'est génial et c'est une horreur. Mais je vais opter pour c'est génial. Il fallait être gonflé pour oser une couve pareille. Moi, j'adore. Alors, c'est quoi ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve seul avec son père après le décès de sa mère. Et son père est un personnage très bizarre, très particulier, magnétiseur, un peu magicien, qui fait des choses, on ne sait pas très bien. Les gens viennent le voir, le payent et il fait des choses, on ne sait pas très bien quoi. Et puis arrive une nouvelle femme dans la vie du père, un bébé, et on suit l'histoire de cet enfant, comment il grandit, comment il se débrouille dans cette famille un peu étrange, parfois un peu dysfonctionnelle. C'est étonnant, c'est une langue vraiment inattendue, on ne s'attend pas du tout à cette histoire-là. J'ai trouvé que c'était surprenant. On va dire que les trois quarts du livre, c'est assez génial. Après, il y a des alternances dans les dialogues et notamment dans les pensées. J'ai trouvé que toutes les parties où on entendait parler la compagne de l'enfant devenu adulte étaient moins intéressantes. Moi, tout ce que j'ai aimé, c'est la partie de l'enfance, de la partie avec le père, de la partie... Voilà, tout ça, c'était génial, c'était tellement bien écrit. Un roman qui m'a déconcertée autant que la couve et que j'ai adoré parce que ça sort de l'ordinaire et que parfois on a envie de lire des choses un petit peu différentes. Voilà, et puis comme le dit souvent ma copine Sophie, la littérature, c'est pas toujours une promenade de santé. Il faut parfois se laisser déconcerter, être poussé un petit peu en dehors des sentiers battus. Et là, avec des romans de ce style-là, ou comme tout à l'heure à la ligne de Joseph Pontus, c'est exactement ça. On est poussé en dehors de notre zone de confort, on découvre des choses différentes et ça fait du bien. Donc lisez Autoportrait en chevreuil. Le roman suivant, j'aurais pu le garder pour la fin, parce que généralement j'aime bien garder mes coups de cœur pour la fin, mais j'ai choisi de vous les présenter dans l'ordre. Donc la lecture suivante, Betty, Tiffany McDaniel. Et alors là, un truc incroyable. Bon, on s'y attendait, hein, les journalistes, tout le monde en a parlé, cette couverture magnifique, on l'a vu partout, ce dégradé de violet, là, tout beau. Je pense qu'elle a trusté tous les magazines, tous les journaux, on s'est tous précipités dessus, et à juste titre, mais quelle merveille! 800 pages de pur bonheur. Mais vraiment, c'est magnifique. Alors, on est aux États-Unis, on est dans une famille dans les années 60, on suit la rencontre d'un homme et d'une femme, de leur construction familiale, de leurs nombreux enfants, et au milieu de leurs nombreux enfants, de la petite Betty. Qu'est-ce que cette famille a de particulier? Cette famille a de particulier que le père est indien et que la mère est blanche.
Et aux États-Unis, c'est très compliqué ce type de métissage. Vous avez toujours le regard de la société posé sur cette famille. Et au milieu de tous ces enfants, il y en a une qui fait particulièrement indienne, c'est la petite Betty. On l'appelle la petite indienne, elle ressemble vraiment à une indienne, ce qui lui pose des soucis à l'école, ce qui lui pose des soucis d'intégration. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la faculté de l'autrice de nous faire adhérer à tout. On adhère à la construction de cette famille, on adhère à la mère qui est tellement malheureuse, tellement dépressive, mais lorsqu'on découvre pourquoi, on lui pardonne tout. On adore ce père de famille, ce mari aimant qui est prêt à accepter toute son épouse juste parce qu'il sait ce qu'elle a vécu et qu'il est prêt à tout accepter, à tout endurer pour elle. Mais mon Dieu, ce père, comme je l'ai aimé, il est magique. Ce père, cet époux, mais vraiment, mais rien que pour ce roman, mais partager le quotidien de cet homme, je l'ai adoré. Et puis ses enfants, tous différents, tous avec leurs aventures. Il y a ceux qu'on déteste, ceux qu'on aime moins, ceux qu'on comprend pas. Tous avec notre sensibilité, on va pas toujours accrocher au même personnage. C'est magnifique. Après, c'est très dur, il y a des scènes très très violentes. Il y a des scènes d'une grande difficulté à lire. Moi, ça m'a beaucoup rappelé le livre My Absolute Darling, qui était mon coup de cœur de l'année 2018, qui était pour moi du même acabit. Des romans d'une grande ampleur, d'une grande beauté, qui nous montrent les États-Unis dans toute leur splendeur et en même temps dans toute leur médiocrité parfois, à travers le microcosme d'une famille. Voilà, si vous n'avez pas lu My Absolute Darling, lisez-le. Hop, je glisse ici la couve, c'était ce roman-là et il est super, absolument à lire. Et puis sinon, vous avez Betty. Betty, c'est le roman de l'année 2020. Cette année qui a été merdique. Souvent on me dit « Ah, 2020, année merdique ». Oui, c'est vrai, mais quand même, il y a eu Betty. Et rien que pour ça, ça valait le coup. Alors on lit Betty. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre anglais de Jessie Burton, Les secrets de ma mère. Jessie Burton, j'étais assez intriguée parce que j'avais entendu grand bien d'un roman précédent, Miniaturiste, que je n'ai pas lu, mais que du coup je vais m'empresser de lire à la première occasion. Alors, Les secrets de ma mère, ça parle de quoi? Ça nous parle d'une femme qui se construit cas à cas parce qu'elle n'a jamais connu sa mère. Donc son père est adorable, sa belle-mère est adorable, mais il lui a toujours manqué quelque chose. Et elle arrive tranquillement à 30 et quelques années, elle vit avec son conjoint, elle n'a pas d'enfant, elle ne sait pas où la vie va la mener, elle est serveuse, elle a peu d'ambition et elle est un peu démunie face à sa vie, qu'elle a l'impression que sa vie lui glisse entre les doigts et elle ne sait pas la mener. Et il lui semble que pour comprendre sa vie, il va falloir lui résoudre le mystère de sa mère, résoudre les secrets de sa mère. En parallèle, à une autre temporalité, on remonte le temps et on découvre sa mère, sa vie et notamment sa rencontre avec une écrivaine, Constance. Petit à petit, de fil en aiguille, l'autrice nous emmène doucement vers la confrontation ultime entre Constance l'écrivaine et l'héroïne. Vous allez avoir un tissage très subtil, très fin de toutes les relations entre les femmes. Relations amoureuses, relations amicales, de la meilleure amie avec l'héroïne, mais aussi de la mère avec Constance, relations maternelles ou absence de relations maternelles. Tous ces liens qui peuvent exister entre les femmes sont représentés. Et puis il y a les secrets. On aime tous les secrets, les non-dits dans les romans parce que c'est tellement porteur. Donc voilà, on a envie, on avance, on veut découvrir, on veut comprendre. On est en empathie avec l'héroïne, mais tellement en empathie avec l'héroïne, elle est très touchante. Parfois on s'agace parce que les circonstances ne nous conviennent pas. C'est très beau, c'est très bien écrit. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu Betty, ce roman-là aurait été mon coup de cœur de l'année 2020. Ce ne sera pas le cas, Betty l'a surpassé, mais vraiment c'est un très joli roman que je vous invite à lire. Voilà, j'espère que ces chroniques de romans de la rentrée littéraire, ou pas, puisqu'il y avait à la ligne, vous auront plu. Si tel est le cas, vous allez vous liker, vous commenter, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.